En marge du 36e sommet annuel de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi à Addis Abeba, les Congolais vivant en Éthiopie ont manifesté devant les enceintes de l'Union africaine pour fustiger le silence de cette institution face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Clôture ce vendredi 17 janvier de l'opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces constituant la première ère opérationnelle. Elle se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. Agression de Salomon Kalonda au Maniema, le haut représentant de Moïse Katumbi évoque l'instrumentalisation des jeunes par les politiques. Dans ce journal, vous suivrez les explications du député provincial Mike Moukebal qui parle de 2 morts et de plusieurs blessés. Après l'uppercut du boxeur Martin Bakolé au Trésor public et la non-homologation du Stade des Martyrs par la Confédération africaine de football, l'inspecteur chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a initié une mission auprès du ministère des Sports et Loisirs, de la Banque centrale du Congo et du Stade des Martyrs. C'est l'heure de vous informer, Madame, Monsieur, bienvenue sur Télé 50. On ouvre avec le 36e sommet annuel de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie en présence des chefs d'État et de gouvernement. En marge de cet événement, une réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine de l'EAC et sur la RDC a eu lieu ce vendredi. Une occasion pour le président Félix Tshisekedi de dénoncer l'immobilisme et l'attitude timorée de l'Union africaine qui n'interpelle ni ne dénonce ouvertement le Rwanda qui par ailleurs ne se cache plus d'agresser la République démocratique du Congo. Profitant de ces assises qui débutent donc samedi, les Congolais vivant en Éthiopie et les mouvements de la société civile de la partie est de la RDC ont manifesté dans les enceintes de l'Union africaine à Addis Abeba la journée de ce vendredi, accusant le Rwanda d'agresseur de leur pays d'origine. Jacques Sinzaera, président du mouvement citoyen Congo Debout, est joint ici au téléphone depuis Addis Abeba par Rodrigue Mombéré. Aujourd'hui, la société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Beni, de Rutshuru et de Kinshasa et certains mouvements citoyens de la RDC ont fait un sit-in devant le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. C'était pour montrer à tous les dirigeants africains et certains qui sont en train de soutenir le Rwanda que Kagame et son armée, à travers le M23, sont en train de faire un massacre dans notre pays. C'était lancé un appel à dire trop c'est trop. Nous demandons justice pour Kishiche, nous demandons justice pour Rutshuru, justice pour Beni. Car le silence de la communauté internationale face à ce drame, c'est un complot. Et nous avons demandé à tous les chefs d'État présents dans l'ouverture de ces sommets extraordinaires de l'Union africaine de tenir rigueur et de tenir des sanctions contre le gouvernement de Kigali qui est en train de créer des génocides, des massacres en RDC et avec le hashtag Rwanda is killing. C'était ça le message fort. Et demain, on continue avec les sit-ins devant les sièges de l'Union africaine jusqu'à ce que nos voix soient entendues pour que la voix des Congolais aille très loin. Et c'est un début de manifestation. On va mener des actions dans le monde entier pour que le monde comprenne que les Congolais aussi doivent se lever devant les sièges internationaux pour montrer comment est-ce que le Rwanda est en train de tuer dans notre pays. Comment est-ce que le Rwanda est en train de tuer? Il y a eu des femmes mobilisées venues de Kinshasa, de Bukavu, de Beni, et pour que la voix de ces citoyens, des Congolais massacrés, puisse s'attendre et que l'Union africaine puisse en tenir une attention particulière à la situation qui se passe en RDC. Solidarité mondiale, les vies congolaises valent-elles moins que les autres? C'est la question de tout le temps. Une question déjà relevée à la vue de la solidarité mondiale au sujet des victimes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui revient à la une au moment où le Proche-Orient subit une catastrophe naturelle. Observant la mobilisation, l'on arrive clairement à la conclusion que la RDC est loin d'être la priorité du monde. Jeudi 16 février, US International School of Kinshasa. Il ne s'agit pas d'un match de foot, mais d'une soudaine réaction nationaliste des élèves contre un 2 poids 2 mesures légendaire. L'histoire remonte du début de la semaine quand l'école communique sur la mise en place d'une cagnotte en solidarité des victimes de la catastrophe naturelle qui a causé des ravages dans quelques pays d'Asie.
La direction demande aux élèves, certainement selon les valeurs solidaires prônées par l'école, de se présenter au cours avec les couleurs des pays touchés et de contribuer au moins à hauteur de 2500 francs, à peu près l'équivalent du dollar américain actuellement. D'après les élèves et leurs parents que nous avons joints en anonymat, le mouvement a été suivi les premiers jours de la semaine avant que les élèves ne craquent, boycottent l'action le dernier jour et transforment cela en une revendication pour la même reconnaissance pour les victimes de la République démocratique du Congo actuellement agressée par son voisin le Rwanda. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. En même temps, une vidéo d'un parlementaire européen est devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Marc Botenga, député PTB, dénonce la faible mobilisation en faveur de la RDC qui perd des localités toutes les semaines. Mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishiche, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Il s'est dit surpris de voir la communauté internationale concentrer toutes ses forces en direction de l'Ukraine et de tourner le dos une fois de plus à la RDC. Clôture ce vendredi 17 janvier 2023 de l'opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs. Je l'ai annoncé dans le sommaire, dans les 10 provinces constituant l'aire opérationnelle, mais celle-ci se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives de l'opération de révision du fichier électoral. Une annonce a été faite par le rapporteur de la CENI lors d'un point de presse, au cours duquel elle a présenté également le tableau du processus électoral à ce jour. Extrait de son speech choisi par Gloria Mbouya. Total général pour l'AO 1. Nombre d'enrôlés à ce jour, 14 288 816, soit 76,43%. Hommes, 7 388 110. Femmes, 6 905 706. La CENI est heureuse d'annoncer la fin de l'opération dans les 10 provinces constituant l'aire opérationnelle 1. Toutefois, cette fermeture se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. En effet, à la fin du dernier jour prévu pour les opérations de révision du fichier électoral, 2 cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas, tous les requérants détenteurs de jetons ou non qui se sont présentés avant 17 heures, heure locale, ont été enrôlés. Le centre d'inscription ferme définitivement ses portes au public. Deuxième cas, présence des requérants dans la file d'attente au-delà de 17 heures, détenteurs ou non des jetons, le président du centre d'inscription, le PCI, leur remet un nouveau jeton en vue de leur enrôlement pendant le temps supplémentaire et dès le jour suivant jusqu'à l'épuisement des jetons distribués. S'agissant de la commune de Maluku dans la ville-province de Kinshasa, les 24 CI qui ont fermé pour cause d'insécurité seront ouverts progressivement selon que la situation sécuritaire s'améliore. Il en est de même du territoire de Kwamoun dans la province du Maï-Ndomé. Mesdames et messieurs de la presse, la CENI rappelle à tous les compatriotes en droit de voter l'impérieuse nécessité de se rendre activement dans les centres d'inscription les plus proches de leur résidence pour l'obtention de leur nouvelle carte d'électeur tenant lieu de carte de citoyen qui sera délivrée plus tard par l'ONIP.
Au Maniema, le haut représentant du leader d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a été agressé ce vendredi à sa sortie du centre d'enrôlement. Salomon Kalonda évoque lui-même l'instrumentalisation des jeunes par des politiques pour des basses besognes. Nous avons joint au téléphone Mike Moukeba, député provincial, membre d'Ensemble pour la République, qui était également dans la suite du haut représentant de Moïse Katumbi dans le Grand Kivu. On l'écoute. Oui, nous sommes partis du siège du parti. Ici dans le centre-ville pour aller dans un quartier appelé Bassoko. Et en route, nous avons été attaqués par des combattants de l'UDPS, clairement identifiés tels quels. Nous étions accompagnés d'une très longue procession. Nous avons quand même résisté. Et finalement, nous avons atteint Bassoko. Alors, le haut représentant Salomon Skadela s'est enrôlé. C'est quand il sort, qu'il exhibe sa carte d'enrôlement, que nous voyons de mettre de ce jeune-là, de l'UDPS, revenir, sortir de partout et nous attaquer avec des barres de fer et des pierres. Et nous avons appelé le commandant de la ville, le commandant de police. Pendant de longues heures, il n'a pas décroché et il a même fini par fermer son téléphone. Et une fois de retour en ville, il a été certifié que ces jeunes ont été instrumentalisés par le gouverneur de province. Nous avons enregistré 2 morts et des dizaines de blessés, plus de 20 blessés qui sont en ce moment dans les hôpitaux d'Ekindé. Élection de décembre 2023, l'Alliance des forces démocratiques du Congo affûte déjà ses armes. La FDC de Modeste Bati Lukwebo, qui a déjà choisi Félix Tshisekedi comme son candidat à la prochaine présidentielle, range déjà ses troupes en ordre de bataille en prévision des dites élections prévues en décembre 2023. C'est justement en prévision des élections générales de décembre 2023 que l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a conclu un partenariat gagnant-gagnant avec l'entreprise à capital congolais Audjoué, société qui s'occupe du montage des motos et de l'impression des différents supports des communications de campagne électorale. La cérémonie des signatures de ce partenariat a été présidée par Marie-Jacqueline Rumbu-Kazang, la présidente ad interim de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, à qui une moto a été remise de manière symbolique. Et là, à cette occasion, indiqué que son parti dotera toutes ses fédérations à travers le pays des motos afin d'atteindre les électeurs disséminés dans les 145 territoires de la République. La FDC est fière de vous dire qu'elle est sur toute l'étendue de la République. Elle est dans toutes les provinces, dans tous les territoires, secteurs et groupements. La société Audjoué encadrera également les jeunes du parti de la OU dans l'apprentissage de la mécanique afin de leur permettre de devenir plus compétitifs sur le marché de l'emploi et même de créer leurs propres emplois. La FDC se prépare avec l'ambition de rafler plus de sièges aux prochaines élections législatives afin de permettre à Félix Tshisekedi de pouvoir diriger si le peuple lui accorderait le second mandat avec une majorité confortable au prochain quinquennat. Le village Munanga est le lieu choisi par la députée nationale Dominique Munongo Inamizi, élue de Lubudi, pour accomplir son devoir civique. Par la suite, elle a exhorté les habitants du village à s'enrôler massivement. Dominique Munongo Inamizi investit son fief électoral pour l'obtention de sa carte d'électeur. L'impraticabilité de la route n'altère en rien l'essence des devoirs chez Inamizi. Nous nous rendons à Munanga parce que je dois me faire enrôler. C'est encore la contrée, toujours dans le territoire de Lubudi. Et donc c'était toujours avec un grand plaisir. Un plaisir et beaucoup d'émotion de rentrer et voir les réalités de terrain. Ici, les habitants de ces villages l'attendaient. Elle a par la suite, en compagnie de la population, improvisé une procession jusqu'au centre d'enrôlement. Portées dans le bras, ces femmes comme un poisson dans l'eau manifestent leur joie.
L'imperturbable Dominique Bounongo Inamizi a traversé ces ponts avec sa suite, objectif obtenir sa carte d'électeur. Présentation des civilités, respect de la coutume jusqu'au centre d'inscription où quelques minutes ont suffi pour que l'élu de Lubudi obtienne sa carte d'électeur. Je viens d'accomplir mon devoir civique et il est important que tout le monde, hommes comme femmes, vienne se faire enrôler. C'est important parce que c'est là que nous allons effectuer notre choix républicain de voter les futurs dirigeants de notre choix. L'élu de Lubudi s'est dit donc prêt pour les échéances électorales de décembre 2023. Opérationnalisation de Transacadémia ce vendredi. Le comité de gestion a présenté au ministre ad interim des Transports le spécimen des panneaux d'arrêt de bus dédiés au réseau des lignes et de trajets. Ces arrêts auront notamment comme particularité des images qui rendent hommage à différentes personnalités scientifiques du pays, celles décédées ou encore en vie. Ils seront installés à Kinshasa dans les prochains jours à travers les réseaux des 20 lignes propres à cette entreprise publique qui est autre que celui des Transco, a expliqué Georges Ongelo, directeur général des Transacadémia, qui s'est fait accompagner du DGA José Makengo. Avec une particularité technique, ces panneaux d'arrêt des bus rendent notamment hommage à la crème intellectuelle de la RDC. Les bus ne peuvent pas circuler sans que nous ayons des arrêts de bus pour indiquer à nos passagers qui sont les étudiants où est-ce qu'ils peuvent attendre les bus. Et dans notre cartographie, pour la ville de Kinshasa, et nous avons répertorié plus ou moins 452 arrêts de bus pour lesquels il faudra bien mentionner là où le bus s'arrêtera. Pour Marc Ekila, a salué cette démarche qui marque une étape de plus pour l'effectivité des Transacadémiens, car, a-t-il rappelé à ses hôtes, il est plus qu'urgent de répondre aux attentes des étudiants pour la matérialisation définitive de cette action, vision du chef de l'État au profit des étudiants. Dans un autre registre, les ministres AI des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, a présidé une importante séance de travail au siège de la ligne maritime congolaise, avec les membres du comité de gestion de cette entreprise publique. Au menu de leur échange, la mise en œuvre du projet d'acquisition des navires propres au LMC. Ces projets inscrits dans les cadres du désenclavement externe du territoire national par voie maritime. Il fait suite à la recommandation du chef de l'État lors de la 45e réunion du Conseil des ministres du 18 mars, réitérée les vendredis 3 février 2023. Cette dotation permettra au LMC d'être plus présent dans les commerces internationaux et s'est lancé librement sur plusieurs lignes commerciales. On reste dans le secteur du transport. Après un temps de silence, la nationale d'aviation Congo Airways est de retour avec des prix défiant la concurrence. Dans un communiqué rendu public cette semaine, il est annoncé des vols réguliers à travers le pays avec ses destinations habituelles. Communiqué de presse. Congo Airways informe son aimable clientèle de la reprise de ses vols réguliers à partir de ce samedi 18 février 2023 sur ses destinations habituelles à des tarifs défiant toute concurrence. Mbandaka, $93, Kananga, $116, Mbujimai, $128, Gemena, $135, Kindu, $157, Kisangani, $162, Lubumbashi, $199 et Goma, $199. Pour plus d'informations, priez de contacter ces services au plus 243 81 555 58 69 ou vous rendre à votre agence la plus proche. Congo Airways, les plaisirs de voyager. La SICOMINE répond aux conclusions de l'IGF. La Sino-Congolaise des Mines a réagi aux récentes conclusions de l'IGF, Inspection Générale des Finances. Il s'agit de l'avis de l'entreprise, des critiques et mesures injustifiées mises en œuvre contre elle pour nuire plutôt à son bon fonctionnement. Le 8 février 2023, la SICOMINE a reçu l'invitation de l'Inspection Générale des Finances à se présenter dans la salle des réunions de l'Inspection Générale avec comme objet examen des conclusions et des recommandations de l'IGF en vue de décanter la situation de SICOMINE. Le 15 février 2023, la SICOMINE s'est présentée à la réunion couverte par la presse au cours de laquelle il a été fourni à l'assistance 2 documents intitulés « Conclusions de l'IGF sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC
et les groupements d'entreprises chinoises, d'une part, et exigences de l'IGF au regard de ses conclusions sur le contrat chinois, d'autre part. La SICOMIN, qui n'est pas partie à la convention de collaboration, a pris connaissance de ces documents. Elle conteste tant la compétence de l'IGF que la procédure suivie en violation de droits de la SICOMIN et le contenu de ces documents, lesquels font fi du mécanisme mis en place par la RDC au travers de la convention de collaboration et les droits bénéficiés à la SICOMIN et en particulier du droit d'être entendu. De plus, les critiques et mesures injustifiées mises en œuvre contre la SICOMIN nuisent au bon fonctionnement de cette entreprise et du projet de coopération portant atteinte en définitive aux intérêts du pays et du peuple congolais. La SICOMIN évaluera la suite qu'il convient d'y donner afin de protéger ses droits. La RDC est un état de droit où le droit de la défense est consacré et garanti par la Constitution. En particulier, la sécurité des investissements privés, nationaux ou étrangers est garantie en RDC et les engagements pris à l'égard des investisseurs ne peuvent être bafoués. À la fonction publique, la force syndicale interprofessionnelle du Congo vient de voir le jour. Cet ASBEL qui vise le changement dans l'administration publique va œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des Congolais. Le changement évolutif dans l'administration publique pourra être effectif avec la mise en place de forces syndicales interprofessionnelles du Congo. Pourquoi aujourd'hui, au niveau de la fonction publique, il y a toujours des plaires et des plaires? L'égalité, ça n'existe pas. La dépolitisation, c'est ce qu'on est en train de chercher. Après avoir adressé son mémo au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Foussik rappelle ses revendications. Nous sommes dit, pourquoi se confier toujours à s'enrichir seul et ne pas penser aux autres? Comme a été dit par le chef de l'État, le peuple d'abord. Où est le peuple? C'est les fonctionnaires et les travailleurs. Parce que le chef de l'État n'est pas là pour distribuer l'argent, même partout, même dans la rue, mais ce sont les fonctionnaires de l'État et les travailleurs qui sont là pour que nous, aujourd'hui, qu'on puisse parler tout à fait du peuple. Cette association sans but lucratif ne se limite pas qu'à la fonction publique. Même les conditions des travailleurs congolais dans les secteurs privés seront prises en compte. Dans des entreprises de Libanais, un Congolais qui est en train de travailler de 7h à 18h, il va payer 8 000 francs congolais avec un peu sec. Est-ce que vraiment vous êtes en train de cette jeunesse-là? Avenir à Batouana et Kozala, parce que le SMIC existe à Kati. La force syndicale interprofessionnelle du Congo dit non à l'esclavagisme de l'homme par l'homme dans le milieu du travail. Après le Congo central, le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale ProADER a tenu un autre atelier imprégnant cette fois-là dans la ville de Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, en présence de la gouverneure de province Rita Bola. Dans son speech, le gouverneur de Maïndombe, Rita Bola, a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le choix porté sur sa province de faire partir des zones d'intervention du ProADER avant de s'adresser aux participants en ces termes. L'objectif assigné par le ProADER est de promouvoir une économie rurale dynamique et prospère à travers l'amélioration des investissements productifs et sociaux dans le but de rendre le milieu rural des zones d'intervention du projet plus attractif et productif, développer le secteur privé de l'entrepreneuriat agricole en milieu rural afin de favoriser la diversification et la valorisation de la production agricole dans les provinces ciblées. Quant aux bénéficiaires, ils attendent de pied ferme la mise en œuvre du ProADER pour booster l'économie rurale de l'ancien domaine privé de Léopold II, qui a plus que jamais besoin de se développer et de s'ouvrir à d'autres provinces et pourquoi pas au monde. Pour eux, ils ont attendu ce projet du gouvernement financé par la BAD, Banque africaine de développement, et ancré au ministère du développement rural depuis plusieurs années, et la venue du ProADER dans leur province ne peut qu'être saluée. Et nous sommes sans ignorer, après leurs explications, qu'une fois le projet s'exécute, il y aurait une amélioration des conditions de vie des populations en général. Signalons que cet atelier a été animé par Carnel Messa, expert en développement des compétences, entrepreneuriat et autonomisation de la femme à l'unité de gestion du ProADER.
Les questions de développement et de la crise sécuritaire que traverse le pays dans sa partie Est étaient au centre du traditionnel networking du JT diplomatique tenu à Kinshasa, une occasion de réfléchir sur comment contribuer à résoudre cette problématique. Pour son networking mensuel, le JT diplomatique a porté son choix cette fois-ci sur le cadre exclusif de la marina du Majestic River au bord du fleuve Congo. Les premiers invités qui arrivent sont accueillis par Henri Désiré Nzouzi qui immortalise l'événement avant d'en évoquer la particularité. La RDC traverse un moment très particulier de son histoire. L'opportunité nous est donnée de réaffirmer, renouveler cette solidarité nécessaire justement pour que l'on puisse à la fois avoir une identité de vue sur la manière la plus efficace d'aider le pays à avancer, mais c'est surtout de réunir des hommes et des femmes de qualité qui ont des idées à partager, qui ont envie tout simplement de faire connaissance et surtout d'apporter leurs propres solutions. Un rendez-vous haut de gamme qui permet de connecter les acteurs de la vie internationale actifs en République démocratique du Congo aux différents écosystèmes congolais. Je suis convaincu et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la façon dont ça a été fait ce soir. C'est-à-dire qu'il y a un naturel qui a été mis à disposition des gens, où les gens ont de suite envie et de se présenter et de se connecter. Et pas forcément pour faire du business, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. C'est qu'on a parlé aussi d'ONG, on a parlé d'altruisme, on a parlé de beaucoup de choses. Et je trouve que c'est donné une belle image au Congo. En tout cas, ça donne envie de revenir. Il faudrait savoir que nous vivons dans un système. Un système est un ensemble d'éléments interdépendants, c'est-à-dire liés par des relations telles que si l'une est impactée positivement, les autres le sont aussi. Et par ricochet, tout l'ensemble est impacté positivement. Et le JT diplomatique est une occasion en fait d'impacter positivement l'écosystème économique congolais. Le JT diplomatique de Henri Désiré Nzouzi entend poursuivre avec ses rencontres mensuelles dans le but de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Et en marge du grand rassemblement des femmes au Stade des Martyrs le 25 mars prochain, la présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, Mami Moujani, a sensibilisé jeudi les femmes entrepreneurs de Kingasani qui espèrent aussi sortir de l'informel grâce à l'accompagnement du MIFDA. Les femmes dynamiques de la capitale congolaise et celles d'ailleurs sont conviées à un grand rassemblement dénommé Masolo Yabamama au Stade des Martyrs le 25 mars prochain. Une initiative du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox sous le thème « Comment sortir de la pauvreté à l'épanouissement financier ». Ce jeudi 16 février 2023, la présidente du MIFDA, qu'accompagnait la secrétaire générale adjointe Sylvie Chituka, est allée mobiliser les femmes entrepreneurs des Mikondo qui espèrent sortir de l'informel avec l'accompagnement du MIFDA. Mami Moujani Freebox est allée aussi à la rencontre des femmes du marché hindou. La présidente du MIFDA a pris bonne note de toutes les doléances de ces vendeuses à qui elle a promis une suite favorable. La femme est capable. Oui, je suis capable. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, la population salue le pragmatisme du gouverneur Jules Ngungwa pour la concrétisation de son projet de forage de puits dans les avenues en souffrance d'eau potable. L'eau coule déjà sur certains endroits. Reportage. Lancé il y a quelques mois seulement par le gouverneur de la province du Tanganyika, Jules Ngungwa Moyuma, les travaux de forage modernes dans la ville de Kalemi se portent bien. Sur l'avenue Lubouye, dans la commune de la Lukuga, ces travaux donnent déjà des résultats positifs. La population de cette avenue de la ville de Kalemi, longtemps confrontée à une pénurie d'eau potable, a vu son problème de taille trouver solution grâce à la volonté réaliste de l'autorité provinciale Jules Ngungwa, car l'eau coule déjà, un geste que les bénéficiaires saluent de vive voix.
vitu vikubwa sana tulikuwa na biwazia hata, lakini leo tunakia kujibiliwa mambo ya mai. Kwanza kuko periode mwa tulianza kubatukana hata ba mavaccin. Baende batuletee vaccin ya kolera, baache kutupatia mai. Lakini kitu ya ajabu gouverneur anatufanyizia pale ya vaccin ya kolera, mai mai yenkuwa safi ndio ya muhimu zaidi kuliko ile vaccin ya kolera. Ce forage qui clôt ses travaux sur cette avenue est l'un des 12 qui ont été lancés par l'autorité provinciale en octobre dernier, dont 11 en pleine réalisation afin de répondre aux besoins primaires de sa population. L'eau, c'est la vie, dit-on. Après l'uppercut du boxeur Martin Bacolé au Trésor public et la non-homologation du Stade des Martyrs par la Confédération africaine de football, Jules Alinguete a initié une mission auprès du ministère des Sports et Loisirs, de la Banque centrale du Congo et du Stade des Martyrs, avec comme objectif contrôler la destination des fonds décaissés du Trésor public du 1er janvier 2022 à ce jour pour la réhabilitation du Stade des Martyrs. L'affaire Bacolé démontre à suffisance l'incompétence de nos autorités sportives. Pourquoi le ministère des Sports a sollicité par écrit un paiement du Trésor public sans au préalable disposer des preuves de ce combat, s'est interrogé le chef de service à l'inspection générale des finances. On en vient au rappel des principaux titres. En marge du 36e sommet annuel de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi à Addis Abeba, les Congolais vivant en Éthiopie ont manifesté devant les enceintes de l'Union africaine pour fustiger le silence de cette institution face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Clôture ce vendredi 17 janvier 2023 de l'opération de l'identification et de l'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces constituant la première ère opérationnelle. Elle se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. Agression de Salomon Kalonda au Maniema, le haut représentant de Moïse Katumbi évoque l'instrumentalisation des jeunes par des politiques. Dans ce journal, vous avez suivi les explications du député provincial Mike Mukebai qui a parlé de 2 morts et de plusieurs blessés. Et après l'uppercut du boxeur Martin Bacolé au Trésor public et la non-homologation du Stade des Martyrs par la Confédération africaine de football, l'inspecteur chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a initié une mission auprès du ministère des Sports et Loisirs, de la Banque centrale du Congo et du Stade des Martyrs. Merci de votre fidélité. Sur Télé 50, le journal revient dans moins d'une heure. Restez avec nous. L'actualité reste en continu